Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes, mais dont on parle très peu. Le chemin vers la conception, cette attente, ces silences qui parfois peuvent être très longs et perturber notre état intérieur. On parlera de confiance en soi, de foi, de féminité et de tout ce que la vie nous apprend quand il nous fait patienter. J'espère que ce moment sera pour toi un moment de compréhension, de douceur et peut-être un miroir. Bienvenue dans Rituel de parole. Ici, les silences prennent la parole. Alors, bonjour Candide, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu à nous? Je réponds au nom de Tosso Candide. Je suis mère, entrepreneur et assistante de direction. Ok, d'accord. Si tu devrais décrire ton parcours de femme en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Je dirais difficile, en même temps joyeuse, et puis quoi encore? Bon, je ne retrouve pas les mots, sinon ça n'a pas été facile. Mais je tiens le coup quand même. En tant que femme, je tiens le coup. Tu as parlé de parcours difficile. Comment est-ce que tu nous décrirais ce parcours-là en quelques phrases? Bon, je vais juste me focaliser sur la femme mère. C'est surtout sur ce point-là que j'ai connu beaucoup de difficultés. Une difficulté qui a commencé très tôt, qui s'est un peu mélangée à mes études. Je n'ai pas su faire la part des choses. Donc, en étant en train d'étudier, j'ai tout confondu parce que je suis entrée en relation très vite. Et l'homme avec qui j'étais était un peu plus âgé que moi. Et lui, il était déjà prêté, il était déjà prêt à faire sa vie. Et vous saviez, quand on est jeune, amoureuse, on n'arrive pas à faire la part des choses. On mélange tout, ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, quand je fais la synthèse, je vois que ce n'est pas souvent bien. Donc, c'est ce qui a été compliqué pour moi. Lui, il était prêt et moi, je n'avais pas de vision. Et tout s'est mélangé. Études, devenir mère en même temps. Et sur le chemin, il y a eu des difficultés. Voilà. Donc, tu es devenue mère très tôt. Oui. Et n'étant pas réellement apprêtée. Pas que je suis devenue mère très tôt. Pas aussi qu'il y avait le désir de maternité très tôt. Mais du fait que je me suis mise en relation avec ce dernier, qui était déjà accompli, qui était déjà prêt, qui avait déjà ses visions. Lui, il avait le désir de maternité, d'être père, je dirais. Et moi, en étant amoureuse, en étant jeune, je n'avais pas de définition précise de ce que je voulais, j'allais dire. Okay. Du coup, j'ai tout mélangé. D'accord. Alors, comment est-ce que tu imaginais réellement ce moment avant de le vivre? Voilà, je pensais que ce serait facile. Je pensais que, en étant dans la relation, je suis en train d'étudier, tomber enceinte n'allait pas me freiner à prendre mes cahiers d'étudier. Je pensais que c'était facile. Mais sur le chemin, bonjour les problèmes, je ne savais pas que toutes les femmes n'étaient pas pareilles. Parce que je voyais des jeunes filles, il y en avait même plus jeunes que moi dans le temps, qui tombaient enceintes, qui allaient encore à l'école. C'est ce que je pensais. Mais pour moi, n'était pas pareil. Et au début, quand je suis tombée enceinte, sur la voie, il y a eu des difficultés. Je tombais beaucoup malade, je devais aller à l'hôpital, suivre la grossesse et tout. Je me rappelle très bien, j'étais en année de BTS. Je n'arrivais plus à étudier parce que dans une semaine, je me retrouvais à l'hôpital au moins 2 à 3 fois, ou soit quand j'y vais, c'est pour être hospitalisée 2 jours comme ça. Ça m'a chamboulée. Et au finish, cette première grossesse que j'ai eue en année de BTS, s'est mal tournée. À 6 mois de grossesse déjà, la grossesse est arrêtée un petit matin. Voilà. Ça a été une très grande déception pour moi. Je dirais que c'était le début de mes problèmes. Parce que ça a touché ma vie d'une manière que je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus étudier, je ne pouvais plus continuer. Et
cette vision que j'avais d'une relation, ça a tout chamboulé en moi. Je n'arrivais plus à me concentrer. Mais dans le même temps, j'avais des gens derrière moi qui me soutenaient. J'avais ma famille. C'est vrai que tout au début, ils n'étaient pas d'accord. Mon père, ma mère n'étaient pas d'accord parce qu'ils voulaient que je réalise mes rêves, ce que j'avais envie de devenir, étudier, voyager, tout ça. Et voilà que je me prends une grossesse. Vous connaissez nos parents africains. Au début, ils ne sont pas contents, mais après tout, on n'a jamais trouvé un enfant gâté sur l'état d'ordure, comme on le dit. Donc, ils m'ont soutenu. Et ils étaient derrière moi, malgré cet échec de la grossesse et tout. Mes parents, mes frères, mes sœurs, ils n'ont pas cessé de me soutenir, de me remonter le moral. Et cet homme également, je ne dirais pas qu'il est resté insensible. Il a beaucoup fait en ce moment-là. Il me donnait le courage, il ne s'est pas désintéressé, il n'a pas baissé les bras. Il me disait, tiens Candide, ça va aller, tu vas y arriver, c'est des choses de la vie. Voilà. Donc cette épreuve a affecté ta vie de façon générale et certainement ta confiance en toi. Voilà. Quel est le rapport que tu fais aujourd'hui entre la toi, il y a quelques années, face à cette épreuve et la confiance que tu dégageais? Cette situation de ma vie a touché ma confiance en moi-même. Pourquoi? À un moment, j'ai compris que les gens, quand ils attendent quelque chose de toi et qu'ils ne l'ont pas, automatiquement leur regard commence par toucher à tout. Ils se demandent, est-ce qu'elle a fait exprès? Est-ce que, voilà mon jeune âge qui est là, la belle famille, les amis. Au début, ils n'étaient pas trop sûrs, mais elle est jeune. Est-ce qu'elle va se prêter à un foyer? Est-ce qu'elle pourra? Et moi, au fond de moi, je voulais... Ce n'était pas ça dans ma tête. J'étais sûre de moi au début, mais quand cet échec est arrivé, ça m'a détruite. Ça n'a pas été facile de remonter la pente. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai surmonté brillamment à cette douleur-là, à ces péripéties de la vie. Parce que sans ça, je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, face à certaines situations de maîtrise en soi, de confiance en soi, je me rappelle de ces moments-là, des instants précis où j'étais au bas de la chose, mais j'y suis arrivée. Donc, je puise de ces faits-là que j'ai traversés pour me faire aujourd'hui. Et comment est-ce que cela a affecté ton rapport avec toi-même en tant que femme et ton rapport avec ton corps? Bon, en tant que femme, c'est vrai. J'imagine, tu as perdu ton enfant. Oui. Et plein de questionnements, plein de remises en cause par rapport à d'autres femmes qui arrivaient à concevoir très tôt, comme tu l'as dit et tout. Comment est-ce que tu te voyais? Est-ce que tu te voyais peut-être impuissante, incapable, c'est vrai, c'était difficile parce que vous savez aujourd'hui, quand vous voyez une femme enceinte, vous attendez au finish qu'elle garde son bébé. Et tout le monde attendait la fin, mais cette fin-là qui était négative, les regards, les demandes, quand on ne m'a plus revue avec la grossesse, c'est forcément qu'il y aurait un bébé en main, mais il n'y avait plus de bébé en main. Ah, Candide, ça va, tu as accouché, et le bébé, qu'est-ce que tu as accouché? Et qu'est-ce que tu répondais? À d'autres personnes, je disais, oui, ça va, le bébé, il va bien. Mais à d'autres, je n'arrivais pas à répondre. Et la seule réponse que j'avais, c'était des pleurs. C'était des pleurs. Et ces pleurs-là font que je me suis renfermée sur moi-même. Je n'étais plus la personne joyeuse que j'étais de base. J'étais une personne très joyeuse, très sympathique et tout. Mais cette situation de la vie a fait que j'étais devenue agressive. Je n'étais plus du tout courtoise, je dirais. Parce que je me dis que si je me laissais un peu, les gens allaient peut-être me manquer de respect ou des insultes par-ci. Ce qui m'a le plus détruit dans le temps,
c'était les injures vis-à-vis de ma mère dans le quartier, où d'autres allaient même jusqu'à l'insulter de sorcière. Parce que je viens d'une famille très modeste, mon père et ma mère, on ne manquait de rien. On était l'exemple du quartier, je dirais. Mais cette situation, laissez-moi vous dire que je l'ai vécue 2 fois de suite. 2 fois de suite. C'est après la deuxième fois, c'est après le deuxième échec que les insultes, vous saviez un peu comment ça se passe, les chuchotements, ça qui allait à l'encontre à l'image de ma mère, ça me détruisait. Et elle, quand elle me voit, je sais qu'elle avait des choses à dire, c'était difficile pour elle, c'était des pleurs tout le temps. Et moi, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi pour les autres ça va bien? Et pourquoi moi de sitôt, les problèmes, ces genres de problèmes ont commencé sur moi? Donc, ça n'a pas été facile. J'imagine bien. Ça t'a désarmé, oui. Ça t'a cassé. Ça a cassé ta vie de femme, oui. Ça a brisé les liens relationnels avec tes parents aussi qui ne savaient pas quoi dire, comment te traiter, comment traiter les injures, comment traiter le brouhaha qui vient de l'extérieur. Tout ça, ça a été très difficile. Mais tu es là aujourd'hui et tu portes vraiment le flambeau parce qu'aujourd'hui, tu es finalement devenue mère. Oui. Tu as surmonté cette épreuve-là. Comment tu as fait pour t'en sortir? Je dirais simplement que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisée. Vous saviez, aujourd'hui, je pourrais dire merci, je pourrais rendre grâce à Dieu que j'ai connu ces problèmes très tôt dans ma vie. Sans ça, je ne serais pas devenue celle que je suis aujourd'hui. C'est vrai, c'est venu très tôt, mais ça m'a formée, ça m'a galvanisée, ça m'a aidée à être celle que je suis, ça m'a permis de connaître Dieu à temps. Sans ça, si les choses étaient toutes roses pour moi tout au début, je ne vais peut-être pas connaître Dieu. Alors, si je suis devenue mère finalement, j'ai dit tout à l'heure que c'est la grâce de Dieu. Et c'est comme on le dit, quand l'heure de Dieu sonne, plus rien ne l'arrête. Et sur ça aussi, je dirais qu'il ne faut pas précipiter les choses dans sa vie de femme. Surtout dans la vie de la femme, prenons de temps pour nous, quelle que soit la manière dont les choses nous viennent, quelle que soit l'offre qui se présente à nous. Ayons un moment de questionnement avec nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux? Où je vais? Qu'est-ce que je dois choisir? Pour ne pas tout mélanger. Parce que quand vous commencez par mélanger les choses, on tombe rapidement. Oui, mais est-ce que tu conviens avec moi qu'étant jeune, oui. Ce n'est pas facile de trouver les réponses à cette question-là, d'accord? Ce n'est pas facile pour la plupart des jeunes filles aujourd'hui de se visualiser, de se projeter dans des années, de se dire voilà exactement comment je voudrais être. Voilà le parcours que je suis en train de faire pour aboutir à la personne, à la femme que je veux devenir plus tard. Alors, lorsque les propositions, les demandes viennent, parfois, beaucoup, et je dirais beaucoup, se précipitent à faire le choix qui paraît plutôt harmonieux avec le futur proche qu'on se projette. Justement, sur ce point, en tant que mère, en tant que femme que je suis aujourd'hui, je vais parler à nos parents, père comme mère, qu'à partir d'un certain âge donné, de nos enfants filles, d'être beaucoup plus relax, d'être beaucoup plus attentive, d'être beaucoup plus à l'écoute. Moi, en mon temps, et je pense que c'est ça qui m'a bouleversée. Je n'avais pas de repère. Est-ce que ce n'est pas un repère, mais je ne pouvais pas discuter avec quelqu'un. Je n'avais personne avec qui discuter pour que cette personne. Quand je dis cette personne, ça peut être ma mère, ça peut être une tante ou je ne sais pas, une grande sœur. Voilà un peu les choses qui ont fait que ma vie a été... Je suis l'aînée de ma famille, donc je n'ai pas un grand frère, je n'ai pas une grande sœur. Ou quand je sors ou quand je vais à l'école et que j'ai commencé par rencontrer des gens et tout, je viens maintenant dire, ah Dada, tu sais, Foko, tu sais, j'ai rencontré telle personne et il m'a dit ci, il m'a dit ça. Et quand tu parles, forcément, tu as une réponse. Et de ces réponses-là, même quand tu ne vas pas tout prendre, tu gardes quelque chose. Moi, je n'ai pas eu ça. J'étais seule, j'affrontais tout seul. Et ma mère, bon,
je ne dirais pas ma mère seule, mes parents. On est des bébés. Okay. Voilà, je n'ai pas une proximité avec mes parents. Ce n'est qu'après que tout est rentré dans l'ordre. Et puis, en étant jeune aussi, on a cette difficulté-là, en Afrique notamment, à parler de problèmes sentimentaux. Avec nos parents, voilà. C'est une erreur. Les parents pensent qu'ils cachent quelque chose à leurs enfants en restant strict. Non, c'est faux. Aujourd'hui, il faudrait que nous, qui sommes devenus parents aujourd'hui, qu'on ne fasse plus certaines erreurs. Moi, je le dis toujours, quand Dieu va me faire grâce d'avoir une fille, parce que j'ai un garçon aujourd'hui, à partir d'un certain âge, même quand il ne va pas venir vers moi pour me dire certaines choses, moi-même, je vais aller vers elle pour lui parler de certaines choses, pour la rassurer et lui dire, tu sais, à partir de tel âge, il y a certaines opportunités qui s'offrent à nous. Hein. Il y a certaines personnes qu'on rencontre. Et tu sais, si ça arrivait, il faut que tu fasses ci, il faut que tu ne sois pas complexé de m'en parler ou d'en parler à ton père. Voilà. Parce que je veux faire de cette fille-là que j'aurai, si Dieu me fait cette grâce, ce que j'aurais voulu avoir. Quand on a quelqu'un devant, c'est beaucoup plus facile. Et quand vous êtes le début, c'est difficile. Et on tombe, on se relève, on tombe. C'est après plusieurs échecs qu'on se rend compte que j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû parler à quelqu'un. Quand bien même nos parents sont un peu fermés, j'aurais dû lui parler et recevoir quelque chose en retour. Okay. Tu t'en es sorti, tu as rencontré Dieu et grâce à Dieu, tu t'en es sorti. Voilà. Tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui. Oui. Quel est ton rapport avec la spiritualité aujourd'hui? Aujourd'hui, toute chose que je dois faire, je le débute toujours par Dieu. Ce que je ne faisais pas auparavant. Je ne peux plus rien faire aujourd'hui sans Dieu. Je ne peux plus poser un acte aujourd'hui sans converser avec mon Dieu. Je parle beaucoup avec Dieu aujourd'hui. Et toute chose que je dois faire, je demande la grâce de Dieu. Tout acte que je dois poser, je dis que ça ne soit pas moi, mais que ça soit Dieu qui travaille à travers moi. J'ai connu Christ, je marche dans les pas du Christ. Et sans vous mentir, je ne passe plus où il n'y a pas cette charge négative qui reste en moi longtemps. Quand il y a des situations que je n'arrive pas à digérer sur le coup, avec l'aide de Dieu, ça passe rapidement. Quand je rentre chez moi, même quand je n'arrive pas à le faire en milieu de journée, les soirs, je trouve toujours ce moment-là à converser avec Dieu, à lui poser des questions. Et je vous assure que j'ai toujours des réponses. On a parlé de plusieurs fausses couches. Oui. Et ta connexion avec Dieu, ta rencontre avec Dieu, ta connexion à la prière, ton rapport, ta proximité avec Dieu. Mais avant que tu ne deviennes mère, comment est-ce que tu gérais toutes ces blessures intérieures? Comment est-ce que tu gérais tes émotions? Parce que je présume que tout était enfoui en toi. Ton environnement ne te permettait pas non plus d'extérioriser ces émotions-là. Comment tu faisais? Tu pleurais dans ta chambre toute seule? Oui, bon. Cette période a été vraiment difficile pour moi. Très, très, très difficile, je dirais. J'étais refermée sur moi-même. Je pleurais tout le temps. Je n'avais plus la joie de vivre, en fait. Je n'avais plus la joie de vivre. J'étais devenue une autre personne. Carrément. Toutes les qualités que je portais ont disparu. Parce que après la deuxième fausse couche, il y a eu un espace de 5 ans avant que je ne retombe enceinte. Et au cours de ces 5 ans, j'ai tout vu. Le stress avec les traitements, les gynécologues, les médicaments, la belle famille, les amis et mon homme dans le temps. Bon, vous saviez, les hommes, c'est vrai qu'ils me soutenaient, mais il arrivait des moments où il avait des comportements qui ne concordaient pas avec moi, ma vision. Je me retrouvais presque seule dans ce combat-là. Je voulais abandonner. Dans le même temps, je me dis non, je ne vais pas abandonner. Il faut que je prouve au monde entier que je suis capable. Je ne suis pas déclarée stérile. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base?
qu'est-ce qui était le problème? C'était de multitudes de questions que je me posais, que tout le monde, mes proches, mes parents même se posaient dans le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base? Vous saviez, en Afrique, et précisément au Bénin où nous sommes, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Et ce qui m'a même, un jour, je vous raconte une petite histoire. J'étais allée au quartier voir mes parents. J'ai rencontré une camarade avec qui on avait fréquenté, qui m'a vu. On parlait, il m'a dit, mais quand dit qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tant de questions sur mon enfantement et tout? Je dis, mais je ne suis pas Dieu, je ne fabrique pas les enfants. En ce temps, Dieu fera le base. Et elle m'a dit, tu sais ce qui se raconte au quartier? Et j'ai dit non. Elle me dit, promets-moi de ne pas te fâcher si je te dis ça. J'ai dit non, dis. Et elle me disait qu'il paraît que c'est ton utérus que tu as pris pour aller faire de l'argent. C'est pourquoi tu ne le concevais pas. Parce que Dieu m'avait fait grâce dans le temps. Bon, je ne manquais de rien. J'avais tout à ma disposition et tout. Et j'ai dit, hein, mais ça veut dire quoi? Je vous assure, ce jour-là, j'ai fait la force devant celle qui me parlait. Mais quand j'étais rentrée, j'ai fait une semaine à la maison sans sortir. Je me suis dit, mais comment les gens peuvent dramatiser ou inventer des choses? À quel moment? Moi qui ne sais même pas comment tuer un poulet ou un coq. Ça m'a traumatisée, ça m'a détruite. J'ai dit, mais pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de méchanceté? Mais Dieu m'a fait grâce. On dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, ces choses sont derrière moi. Sincèrement, je n'ai même plus mon souvenir. Quand je vois mon enfant, mon garçon aujourd'hui, je dis c'est la plus grande chose, la plus merveilleuse chose que j'ai faite dans ma vie. Et je ne doute pas qu'il te rendra fier. Amen. Alors, tu es passé de fausse couche à concevoir. Comment tu t'es sentie quand finalement tu as eu ton bébé dans les bras? Quand il était là, a grandi, pas après pas, tu t'es dit, c'est bon, ça va maintenant, je respire, il respire. Comment tu t'es sentie? Ce moment aussi de ma vie. Est-ce que tu avais peur de le perdre? Ça n'a pas été facile. Parce que finalement, quand je l'ai eu, je me rappelle le premier jour où on est rentré à la maison. On m'a dit, son père a dit, mets le bébé dans le berceau. J'ai dit jamais, je ne vais pas le mettre dans le berceau. Et je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je l'ai mise à côté de moi dans le lit. Et toutes les 2 minutes, je dirais, je mettais mon oreille, parce que le bébé ne faisait que dormir. Je mettais mon oreille à sa poitrine. Je le pinçais même, je le pinçais fort pour voir. Mais est-ce qu'il dort ou je n'ai pas compris. Mais quand je le pinçais, il pleurait. Et voilà. Je ne l'ai pas mise au berceau parce que j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que je suis en train de dormir, quelque chose viendra le prendre. Il dormait toujours à côté de moi. Quand je l'ai eu finalement, j'étais soulagée. Et je profite par ce plateau pour dire un grand merci à ma mère et à son père. Je leur dois ma reconnaissance parce que sans Dieu et sans eux, peut-être que je ne serais pas arrivée. Ces 2 personnes, à part Dieu, m'ont vraiment soutenue, m'ont vraiment boostée parce que j'étais découragée. Je ne voulais plus rien faire, je ne pouvais plus rien faire. Quand on me parle d'enfants, j'étais à cran et tout. Mais ils trouvaient les mots, les moyens pour me redonner du courage. Ma mère qui ne cessait pas de prier, elle laissait tout, elle était à l'église tout le temps, matin, midi, soir. Et bien, si vous la voyez même dans le temps, je me suis dit, mais est-ce que c'est toi qui veux enfant ou bien c'est moi qui veux enfant? Elle était tout le temps là à prier, 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 prier. Je passe par ce canal pour lui dire vraiment merci. Et je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Je n'oublie pas le père de mon enfant. Je lui dois également beaucoup. Il n'a pas cessé de me soutenir. Il croyait en moi. Il croyait que j'allais arriver. Et finalement, Dieu a fait grâce. Dieu nous a fait grâce d'un garçon et qu'on a surnommé gagnant, en anglais winner. Voilà.
quel message aimerais-tu adresser aux femmes qui attendent aussi, qui attendent de goûter à la grâce de la maternité, qui sont peut-être déboussolées aussi, comme tu l'as été après une fausse couche, qui sont jugées, critiquées pour quelque chose qui ne relève pas forcément, qui ne relève d'ailleurs pas du tout de leur capacité, parce que tu l'as dit tantôt, faire un enfant, c'est d'abord la grâce de Dieu. Quel message est-ce que tu souhaites adresser à ces femmes? À toutes ces femmes qui ont le désir de maternité, mais que l'heure de la grâce n'a pas encore sonné, je leur dirais tout simplement d'être fortes et d'être focus sur leur désir. Parce que quand tu n'es pas focus sur ce que tu veux, tu seras trahi. L'enfantement est la grâce de Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas les médecins qui fabriquent les enfants, ce n'est pas nous-mêmes qui en fabriquons. Du coup, quand l'heure de Dieu sonne, rien ne l'arrête. Ça vient comme un bonjour. Qu'elles ne désespèrent pas, qu'elles prient beaucoup, qu'elles mettent Dieu au sens de leur désir. Ce n'est que Dieu qui donne enfant. C'est notre Dieu, le Dieu créateur, qui nous donne un enfant. Certes, on suit les traitements, on va à l'hôpital, le gynécologue et tout. Mais toutes ces choses qu'elles feront, qu'elles accompagnent ça de la prière, de l'appel de Dieu. Et je pense que ça va arriver. Ce n'est qu'aux yeux de nous, humains, que ça dure. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est qu'une question de temps, de minutes. D'accord. Est-ce que tout ça a eu un impact positif ou négatif sur ta vie professionnelle? Oui, je l'ai dit tantôt que je n'ai pas su faire la part des choses avec mes études et la recherche d'enfants tout de suite. Donc, ça m'a freinée. Sur le plan professionnellement, je dirais que ça m'a freinée parce que je ne suis plus arrivée là où je voulais. Mais je ne regrette pas parce que le résultat de toutes ces choses m'ont donné une grâce. Un enfant aujourd'hui que j'aime beaucoup et quand je le regarde, je suis fière de moi-même. Professionnellement, voilà ce que je pourrais dire. Peut-être est-ce qu'il y a d'autres aspects de ta vie aussi qui ont été touchés par cette situation, cette épreuve? Oui, c'est une épreuve qui nous touche. L'homme grand âge qu'on est, ça nous touche. Il n'y a pas ce côté qui n'est pas touché. Est-ce que cela a eu un impact dans ton couple? Oui, bien sûr, c'est la base d'ailleurs. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un, et on dit souvent les couples africains ou béninois, c'est la famille. Et quand la famille veut quelque chose qu'ils n'ont pas, quelque chose où les gens ont facilement et que vous traînez, malgré que vous aviez tout, cet homme vous fait tout, et c'est vous qui ne faites pas d'enfants. C'est comme si c'est toi qui n'as pas envie. C'est toi qui fais genre, comme on le dit. Elle sait ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle ne veut pas nous faire d'enfants. Elle ira se marier après, ou surtout moi, on dit non, elle est trop jeune, elle n'est pas encore prête, c'est pourquoi elle fait façon. C'est pourquoi elle fait genre, elle ne tombe pas enceinte. Bientôt, elle ira à l'extérieur, aller étudier, laisser notre fils. Bon, c'est des choses qui se disent en coulisses, mais bon. Alors, est-ce que tu penses que le fait de ne pas concevoir, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas la possibilité de concevoir ou qui ne veulent même pas concevoir, est-ce que cela devrait être considéré comme une fatalité? Cette question, elle est... Moi, personnellement, je dirais tout le monde devait goûter à cette grâce d'avoir au moins un enfant. Parce que nous sommes dans une société où, quand tu ne l'as pas, tu es mal vu. Et cette vision qui est sur toi te détruit. Même si tu ne veux pas que ça t'atteigne, d'une manière ou d'une autre, ça t'atteint. Donc, en tant que femme, à partir d'un moment donné où toi-même tu te sens capable d'avoir un enfant, demande cette grâce à Dieu et fais-le. Et pour celles qui sont peut-être stériles? Il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. C'est un mot que moi, sincèrement, je n'aime pas entendre. Il y a un enfant
ce n'est pas forcément un enfant que tu as mis au monde qui est ton enfant. Moi, aujourd'hui, là où je suis, à mon jeune âge, je suis même grand-mère. C'est-à-dire que j'ai assisté, j'ai gardé des grossesses d'autres femmes, d'autres filles, dans le temps où moi-même, je n'avais pas d'enfants qui ont accouché. Et on m'appelle grand-mère parce que je suis la maman de la maman de ces enfants. Il n'y a pas de stérilité dans la maison de Dieu. Quand Dieu ne vous donne pas cette grâce d'en faire vous-même, si on pouvait vous ouvrir les yeux spirituels, vous allez comprendre que c'est une grâce encore. Alors, ne vous privez pas de vivre cette joie de maternité à travers d'autres enfants, à travers les nécessiteux, à travers des femmes qui n'ont pas cette capacité, mais que Dieu leur donne cette grâce d'en faire beaucoup. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, et ça c'est la question ultime de ce plateau, que tu n'as jamais dit, d'accord, que tu portes en toi, et que aujourd'hui, peut-être à travers cet entretien, tu te sens prête de nous dire, de laisser ici tout simplement? Et s'il y a quelque chose que je n'ai jamais dit, c'est parce que je n'ai pas voulu que personne le sache. Et ce n'est pas sur un plateau que je dirai encore, non. D'accord. Ok, d'accord. Alors, en tout cas, nous, on a été ravis. J'ai été ravie d'échanger avec toi sur un sujet qui est quand même très sensible, qui est parfois même défonce d'en parler. Et là, tu nous as partagé ton expérience, tu nous as partagé comment d'une situation qui te ramenait peut-être au bas de l'échelle, tu es maintenant toi-même, pour toi une fierté, mais à travers le fruit de ta procréation, tu retrouves encore cette fierté. Nous, on a été heureux d'échanger avec toi. Est-ce que tu as un petit mot à laisser sur ce plateau pour la prochaine personne qui viendra s'asseoir à ta place? Merci, je vous remercie. Je remercie Rituel de Parole pour ce moment d'échange. J'ai aimé, ça m'a permis de me libérer un peu d'une manière ou d'une autre. Et à l'autre personne qui prendra mon siège, je lui dirai juste d'être elle-même, de se libérer parce que en ce moment, j'ai vu une thérapie. Alors, je vous souhaite une bonne continuation, longue vie à Rituel de Parole. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à laisser un commentaire si vous connaissez une femme qui est dans l'attente de concevoir. On vous remercie et à bientôt pour un prochain épisode de Rituel de Parole. Ici, les silences prennent la parole.